Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire organisé par Médiation Plurielle. Je vous propose d'attendre quelques minutes le temps que tout le monde se connecte. Et donc, voilà, je vous propose un petit moment de battement parce qu'il y a certains d'entre vous qui ont peut-être des problèmes de connexion. Donc, on commencera d'ici quelques minutes. Bon. Suspense. Allez. Très bien. Mais écoutez, bienvenue dans cette première conversation et controverse de médiation plurielle virtuelle. Donc, c'est une première pour nous. Cette conversation et controverse avait été prévue, vous le savez peut-être, au printemps dernier et on avait dû l'annuler pour les raisons que vous imaginez. Et donc là, on a proposé de l'organiser, de le maintenir, mais de proposer un schéma virtuel. Donc, voilà, toute votre indulgence, si vous aviez des problèmes techniques et nous aussi. Et j'espère que nous pourrons profiter de des nouvelles technologies pour malgré tout avoir notre débat que nous attendons maintenant depuis un certain temps sur la question de la médiation et du harcèlement. Alors, avant de rentrer dans le débat et de vous présenter à la fois la thématique et les intervenantes, je voulais vous dire quelques mots sur comment on a prévu de s'organiser pour la partie concernant les échanges. Donc, on s'est donné jusqu'à 20h, hein, c'était l'heure qui était prévue. Donc, dans un premier temps, c'est surtout nos deux intervenantes, donc Sylvia Digès et Marie-Pierre Joubert, qui apporteront leur témoignage, leur expérience et leur analyse du sujet. Et donc, la première partie de cette conférence, ce sera surtout un débat entre elles, que je tenterai d'animer. Ensuite, pendant que ce débat, cet échange se déroule, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de poser quelques questions ou des commentaires via le chat sur votre ordinateur. Et Geneviève Seffer, donc la présidente de Médiation Plurielle, a accepté d'avoir pour mission de recenser les questions et de nous les restituer à l'issue de cette première partie d'échange. Et à ce moment-là, je proposerai aux deux intervenantes de répondre ou de réagir à ces questions que Geneviève aura rassemblées pendant ce premier temps. Et puis, on va essayer aussi, dans un dernier temps de cette rencontre, pour ceux qui le souhaitent, de leur proposer de se connecter sur Zoom. Donc, vous avez un lien Zoom qui vous a été envoyé. Pour éviter trop d'interférences, on faudrait le limiter dans la dernière partie de la conférence, où là, vous pouvez intervenir directement et soit apporter un témoignage, soit développer un certain nombre de questions qui n'étaient pas forcément faciles à développer en chat. Donc, voilà comment on a conçu cette heure et demie. Et simplement, oui, il faut que je vous dise quelque chose d'important, c'est que si vous décidez de vous connecter en Zoom, c'est-à-dire que vous souhaitez intervenir dans le cadre de l'échange, il faut à ce moment-là que vous vous déconnectiez de YouTube et du visionnage du débat, parce que sinon ça fait des interférences en termes de son notamment. Donc à ce moment-là, vous vous connectez sur Zoom et en parallèle, vous vous déconnectez du visionnage sur YouTube. Voilà, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Donc le sujet qui nous rassemble aujourd'hui, je trouve que c'est un sujet qui préoccupe de plus en plus le monde des organisations, le monde du travail.
parce que les questions de harcèlement comme le sujet du burn-out, par exemple, font partie vraiment des sujets qui sont un peu en tête des préoccupations, à la fois des partenaires sociaux, des directions des ressources humaines, et sont un sujet sur lequel, en fait, on se rend compte que les réponses sont loin d'être simples, et que l'expérience, en fait, montre que parfois, les dispositifs qui ont été imaginés peuvent rencontrer des difficultés. En tout cas, la manière avec laquelle les organisations essayent de prévenir et de gérer la question du harcèlement est une question très, très ouverte et loin d'être consensuelle. Et la question que nous nous posons, nous, médiateurs, c'est à quelle place? Est-ce qu'il y a une place pour la médiation? Et si oui, quelle est cette place? Il y a une place, bien sûr, théorique pour la médiation, puisque les textes le prévoient, et puis parce que la médiation, a priori, peut intervenir dans toutes les configurations, mais en pratique, lorsqu'on se réfère aux différentes situations pour lesquelles il y a une démarche qui est effectuée par un agent en termes de ressenti de harcèlement et d'alerte harcèlement, à quel moment on peut imaginer une médiation? Pourquoi faire? Est-ce que c'est adapté, la médiation? Est-ce que c'est un cadre adapté en pratique aux situations que nous rencontrons dans les grandes entreprises lorsqu'il y a des situations de ressenti de harcèlement? Donc, c'est un enjeu, à mon avis, très important, à la fois pour l'enjeu de la prévention et du traitement des harcèlements, mais également pour la médiation, puisque aujourd'hui, on sent que c'est quelque chose, c'est une articulation qui n'est pas simple et qui donne lieu à beaucoup de controverses. Donc, c'était effectivement l'occasion de traiter dans ce cadre-là, puisque l'objectif de cette rencontre, c'est de pouvoir permettre à des personnes qui peuvent avoir des points de vue un peu différents sur une réalité, de pouvoir en discuter, et à travers leur expérience pratique, et à travers éventuellement aussi en fonction de leur profil. Donc ce soir, pour échanger sur cette question de finalement, est-ce que la médiation en pratique a une place dans les questions dans les situations de harcèlement, nous avons donc deux intervenantes. Sylvia Digès, médiatrice, formatrice, ancienne avocate que beaucoup d'entre vous connaissent puisque c'est une intervenante régulière au CNAM, et qui donc pourra témoigner à la fois de ça, avec sa culture de médiation, mais également son ancienne culture d'avocate et son expérience dans les médiations d'entreprise. Et puis Marie-Pierre Joubert, qui travaille en RH à la BNP Paribas CIB, enfin elle se présentera de manière plus précise tout à l'heure, et elle qui bien sûr se place du côté de la direction des ressources humaines. Et c'est intéressant pour nous ce soir d'avoir en fait les deux points de vue de l'entreprise et de la médiation pour évoquer ce sujet à la fois délicat, mais dont les enjeux sont assez considérables pour les entreprises. Donc, moi, j'avais envie de commencer par poser la question du tempo. On dit souvent en médiation qu'il y a des bons moments pour la médiation, il y a des moments pour lesquels la médiation c'est trop tard ou c'est trop tôt. Et la question qu'on peut se poser, c'est, que j'avais envie de vous poser pour commencer, c'est à quel moment on peut se poser la question de la médiation lorsque on est dans une situation où un agent a un ressenti de harcèlement? Est-ce qu'il y a un moment? Est-ce qu'il y a plusieurs moments? Enfin, comment vous voyez cet aspect de la temporalité par rapport à la dynamique des situations? Peut-être Marie-Pierre, vous voulez commencer? Alors, bonjour à tous. Je veux bien et merci beaucoup Catherine pour cette présentation. Effectivement, je parle aujourd'hui à vous en tant que une des responsables de ressources humaines d'un grand groupe. En fait, j'ai fait ma carrière dans ce groupe et donc j'ai eu différents postes, si bien que c'est plus mon vécu d'expérience d'entreprise. Je suis par ailleurs formée en médiation et je parlerai de manière très modeste parce que je sais que vous êtes tous des médiateurs extrêmement expérimentés et confirmés et je suis ravie de cet échange. Alors,
sur la question du tempo, je trouve que c'est une question effectivement qui, moi, personnellement, me tient à cœur parce que dans l'entreprise, lorsque nous entendons le mot harcèlement, ça peut être dans une dénonciation formelle à travers les canaux de whistleblowing ou par rapport à nous, RH, ou par rapport à des managers, ou même simplement dans un dialogue entre deux collaborateurs. Je dirais que pour nous, c'est un peu alerte rouge. C'est-à-dire que le mot harcèlement nous amène directement à un protocole connu. Pourquoi ? Parce que, alors évidemment, ce protocole, il y a une phase un peu préliminaire dans ce protocole qui est malgré tout de vérifier de manière rapide si le mot n'a pas été utilisé de manière abusive, de toute évidence ou malencontreusement. Donc on essaye de vérifier sur le moment s'il y a des faits, des propos, des éléments qui nous permettent de nous dire qu'il y a peut-être quelque chose. Et le protocole que l'on suit à ce moment-là, c'est un protocole qui va tout de suite à l'enquête. Alors on pourrait se dire pourquoi pas une médiation, et on va avoir l'occasion d'en parler. Pourquoi l'enquête ? Parce qu'il est vrai que le devoir, l'obligation de l'entreprise, c'est bien d'assurer la sécurité et la santé physique, mentale, psychique de ses salariés. Et donc, par là même, on estime, et pour nous c'est très très important, que le harcèlement n'est pas acceptable. Et n'étant pas acceptable, il est sanctionnable. Et du coup, pour pouvoir vérifier si des sanctions doivent être prises, il faut qu'on arrive à qualifier effectivement la situation de harcèlement ou non. Et il nous semble, en tout cas aujourd'hui, dans le protocole que l'on applique, on est amené directement à mener une enquête qui, seule, nous semble-t-il, peut qualifier la situation de harcèlement ou non. Alors après, autour, il y a plein de places pour la médiation. Mais dans un premier temps, je dirais, voilà, nous, le réflexe et le protocole que nous mettons en place au moment où nous avons une dénonciation de situation de harcèlement. Oui, je peux rebondir. Alors, Sylvie, qu'est-ce que tu en penses de ça, toi, du fait qu'on passe à l'enquête et comment tu réagis par rapport à ça ? Je suis très habitée j'ai fait toute l'après-midi de 14h30 à 17h30 une médiation de harcèlement. Et j'en ai une autre vendredi matin. Et la semaine dernière, j'avais une enquête de harcèlement. Donc, de toute façon, dans toutes les... Enfin, moi, ce que je repère, c'est que le mot harcèlement, c'est vraiment un truc estampillé au fer rouge. Et là, la médiation dont je vous parle cet après-midi, c'est une TPE où ils sont 2. 3 avec une intervenante extérieure. Mais il y a eu le mot harcèlement qui a été écrit dans un mail. Et là, c'est branle-bas de combat. Parce qu'effectivement, là, on est en médiation et donc pas en enquête, puisqu'il n'y a pas de process comme sur un grand groupe. Mais pour autant, l'employeur s'est trouvé complètement, tout cet après-midi, il a dit « Moi, je suis menacée. Si elle a écrit harcèlement, ça veut dire qu'elle veut faire un prud'homme ou qu'elle veut me mettre au pénal. » Ce qui n'était pas du tout l'intention de la salariée. L'intention de la salariée, c'était seulement de dire « Je suis dans une situation que je ne trouve pas normale, dans une relation professionnelle normale. Je veux continuer à travailler dans cette entreprise. » Et j'ai dû écrire au tableau pour que l'employeur le voie, parce qu'elle n'arrêtait pas de le dire, désir de rester travailler dans une relation professionnelle normale. Et j'ai dû écrire que lui avait entendu des menaces. Donc, dès que le mot harcèlement est là, de toute façon, j'allais dire, c'est pas presque trop tard dans ta question de tempo, Catherine, mais c'est déjà, même, et l'autre médiation que j'aurai cette semaine, c'est une association, et c'est pareil, dès que le mot harcèlement est prononcé, alors qu'en fait, on sait bien qu'il n'y a qu'un juge qui peut dire que c'est harcèlement, mais le ressenti de harcèlement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, je suis dans une situation professionnelle anormale, mais l'anormalité, elle peut aller et là, cet après-midi, c'était,
il ne me parle pas comme j'ai envie qu'il me parle, à des mises au placard terribles ou des choses absolument violentes qui, enfin, la sphère, il y a 360 degrés, quoi. Et il n'y a pas de nuance dans ce mot-là. Moi, c'est ça qui me questionne, c'est que qu'on soit dans une TPE à deux ou dans un énorme groupe international, le mot harcèlement déclenche une somme de réactions et nous, ça questionne notre posture de médiateur parce qu'on doit vraiment rétro-pédaler sur ce mot-là, quoi. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais enfin, on y reviendra. C'est-à-dire qu'il y a soit en amont, soit en aval. Et si on prenait en amont, ce serait quoi qu'il y a à mettre en place dans les organisations? Puisque cette femme-là, que j'ai eue cet après-midi, pardon, mais je suis très envahie par l'expérience qui vient quand même de se terminer, je pense qu'elle n'avait pas d'intention autre que j'ai envie de rester et que ça se passe bien. Mais il y a ce mot qui est de plus en plus galvaudé, comme le mot discrimination, et elle a eu la maladresse de l'écrire. Elle aurait simplement écrit dans son mail « je ne vais pas bien, je voudrais que vous me parliez autrement, etc. » Alors que là, l'employeur, il est arrivé en disant bah, « du coup, il faut qu'on se quitte. » Alors, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez un licenciement? Elle a dit, mais je ne veux pas du tout de licenciement. Bah si, puisque je suis une personne infernale, harceleuse, etc. Il y a celui qui reçoit le fait d'être un harceleur aussi. Bon, si je comprends bien, il y a une sorte de décalage que vous avez relevé toutes les deux entre un terme qui enclenche tout de suite quelque chose et qui a une certaine connotation du côté de l'employeur, en tout cas, et puis un usage du terme ou des usages du terme qui peuvent refléter des besoins et des intentions différentes, en fait. Et des vécus différents, des personnes différents. qui se ressentent harcelées, qui peut aller vraiment de quelque chose de léger, mais pas ressenti comme tel, jusqu'à très, très grave. Mais c'est le même mot. Ça. Moi, et alors, Marie-Pierre, comment vous pourriez, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer dans un groupe, dans une entreprise, qu'est-ce qui vous paraîtrait possible et à quelles conditions, juste avant le déclenchement de l'enquête? C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous paraîtrait possible à ce moment-là? Alors, en fait, je dirais que je suis d'accord avec Sylvie, le mot est souvent galvaudé et c'est pour ça, du coup, qu'on est obligé, nous sentons obligés de faire l'enquête pour bien vérifier et pouvoir qualifier les faits. Parce qu'en tout cas, dans notre groupe, si les faits sont corroborés, donc ça demande une analyse, ces enquêtes sont quand même prennent du temps, sont dépaysées, c'est-à-dire qu'elles sont faites par des gens qui ne sont pas en contact normalement avec les parties, elles sont faites de manière très précise sur des faits qui doivent être corroborés, il y a des comités, d'autres comités, etc. Si les faits sont avérés, seule l'enquête peut nous permettre de le dire, enfin, selon nous. Et donc, si les faits sont avérés, les sanctions sont très sévères, extrêmement sévères. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'impact par ailleurs sur la personne qui a harcelé, très sévèrement sanctionnée, la personne victime, si le harcèlement est avéré, la personne victime, on peut dire qu'elle est protégée puisqu'elle a bien été reconnue comme victime. Pour autant, il peut y avoir des sentiments mêlés de sa part. Elle peut se sentir coupable parce que peut-être n'aurait-elle pas voulu que les sanctions aillent jusque-là, ou elle peut se sentir peut-être reconnue dans le fait qu'elle a été harcelée, mais pas forcément reconnue dans sa dignité, etc. Donc, il peut y avoir des impacts importants. Mais pour nous, l'enquête est nécessaire pour pouvoir vérifier et ne pas accepter le harcèlement en tant que tel dans l'entreprise. Maintenant, en amont, il y a un champ énorme et très vaste en termes de calendrier, je dirais. C'est-à-dire qu'en amont, ce serait dès les premiers signaux faibles qui peuvent être des tensions sociales, qui peuvent être des arrêts maladie à répétition, qui peuvent être des ressentis de souffrance qui sont exprimés, énormément de signaux faibles auprès de tas de canaux différents, qui peuvent à ce moment-là être un terreau extrêmement
fertile et intéressant pour la médiation, qu'elle soit collective ou individuelle. Ça, je pense qu'on peut en parler. Il y a vraiment un terreau très important. Et puis, peut-être même en aval, dans certains cas, me semble-t-il, mais bon, je pense que Sylvie a d'autres expériences plus fortes, mais dans des cas où l'enquête conduirait au fait qu'il n'y a pas en fait situation avérée de harcèlement. Bon, et donc là, on peut se retrouver avec deux collaborateurs qui éventuellement doivent continuer à travailler ensemble. Dans une situation quand même rendue très compliquée par ces enquêtes, du coup, puisqu'on implique des témoins, puisque la personne mise en cause, c'est quand même un impact extrêmement fort pour elle, et la personne victime peut s'estimer n'avoir pas été suffisamment entendue puisqu'on n'a pas reconnu le harcèlement. Donc, en aval, sans doute y a-t-il aussi un terrain pour une médiation de réparation assez subtil à faire. Alors, si je comprends, je voulais juste être sûre d'avoir bien compris et puis demander à Sylvie si elle est d'accord avec ça. Si je comprends bien, Marie-Pierre, toi, tu considères qu'en amont, dès lors que la personne qui se sent victime de harcèlement prononce vis-à-vis de l'institution, de l'organisation, le terme harcèlement, l'entreprise n'a pas d'autre choix que de lancer une enquête. C'est ce que j'entends un peu dans ce que tu dis. Voilà. Elle n'a pas d'autre choix, en tout cas, de faire une première analyse. Quelquefois, si la personne n'a vraiment aucun propos, aucun fait, on ne se lance pas dans une enquête à l'aveugle. Mais donc, il faut quand même qu'il y ait un minimum de formalisation et de faits étayés. Mais pas tellement de son intention à elle, c'est-à-dire pas forcément de ce dont elle a besoin dans ce discours. Peut-être que Sylvie a envie de réagir là-dessus. Attends, j'ai envie de réagir parce que là où je partage évidemment le point de vue de Marie-Pierre, c'est que dès qu'il y a une enquête, on sait que ça va être nuisible à tout le monde derrière. Que le harcèlement soit avéré ou non avéré, de toute façon, il y a de la destruction. Et des deux côtés, parce que les personnes qui, si c'est non avéré, la personne, elle s'est sentie diffamée, celle qui a été, et du coup, c'est quand même entaché, il n'y a pas de fumée sans feu, etc., etc. Celle qui a dénoncé, c'est affreux, elle a dénoncé alors que c'était non avéré. Enfin, dans les deux cas, de toute façon, il y a du dégât. Non, ce que je voulais réagir, c'est que quand même si elle ne me plaît pas, il y a cette loi de 2002 qui dit qu'en cas de harcèlement, on peut faire appel à la médiation. Alors, pas à la médiation telle que nous, on l'entend au CNAM, parce que le texte, il est quand même un peu alambiqué, de 1152-6 mais, du Code du travail, mais ce n'est pas de la médiation telle que les médiateurs du CNAM la réaliseraient, mais pour autant, ça veut dire que dans l'esprit du législateur, il y avait cet espace de dialogue. Voilà. Donc ça, moi, je voudrais quand même qu'on s'appuie là-dessus. Alors, même si ce n'est pas une médiation, encore une fois, puisque je crois qu'il est dit que je ne le connais jamais par cœur, cet article, mais enfin, il faut que le médiateur fasse quelque chose, dise quelque chose, agisse, ce n'est pas du tout dans notre posture. Mais donc, il y a quand même une intention de proposer un espace de dialogue. Après, le fait que oui, on puisse utiliser la médiation en amont pour les signaux RPS, ça je suis complètement d'accord, mais il faudrait presque que le mot médiation n'ait pas été prononcé. Donc ça veut dire quoi? De la formation, de la sensibilisation dans toutes les organisations où dès qu'on a un signe, quel qu'il soit, de tension, d'arrêt de travail, de démotivation, on se questionne. Donc ça, c'est une éducation au RPS. Bon, c'est quelque chose. Et en aval, oui, moi j'ai fait pas mal de médiation de rupture, voire post-constat de harcèlement, mais parce que ça fait pédagogie. Ça fait pédagogie, c'est-à-dire qu'on peut se dire en face ce qu'on a ressenti, on peut reconstituer l'histoire, à partir de quel moment, pourquoi, qu'est-ce qui se passait bien, qu'est-ce qui se passait pas bien, est-ce que c'est du relationnel, est-ce que c'est de l'organisation du travail? Parce que ce que je constate quand même comme intervenante, c'est qu'on a aussi des organisations du travail pathogènes ou maladroites, si je suis plus adoucie, on va dire, mais qui favorisent une forme de harcèlement. Enfin, c'est ce qu'on a rencontré dans des organisations, c'est-à-dire que
la manageuse qui apporte beaucoup d'argent ou en termes de productivité qui ramène à l'entreprise. Elle a un comportement peut-être un peu harcelant, voire toxique, voire, si on va même jusqu'au bout, pervers. Que fait l'entreprise? L'entreprise est souvent au courant. Là, je suis sur une enquête, l'entreprise était au courant. Les syndicats ont tiré la sonnette d'alarme, etc. On ferme les yeux pour de bonnes ou de mauvaises raisons, je n'ai pas à en juger. Et puis, quand c'est trop tard, parce que là, l'enquête sur laquelle je suis, on craint même pour la vie de quelqu'un, alors là, c'est le branle-bas de combat et on fait une enquête. Mais pourquoi est-ce qu'on n'écoute pas ces signaux? Parce que, à un moment donné, la productivité, dans l'équilibre production humain, il y a certaines organisations, et je ne cite pas du tout celle de Marie-Pierre, mais d'autres où je suis intervenue, où oui, il y a de la casse, il y a de la casse. Je suis très cynique, enfin, c'est du cynisme atroce. Alors ça, on va y revenir. Juste pour je ne sais pas si c'est pour clore ou non, mais sur l'enquête, pour nous, l'enquête est indispensable pour prononcer des sanctions. Peut-on prononcer des sanctions sur une médiation? Pour moi, ce n'est pas l'objet d'une médiation. La médiation ne peut pas amener à des sanctions. Et pour nous, le harcèlement n'a pas lieu d'être dans l'entreprise. Donc, on est obligé de passer par l'enquête pour sanctionner et pour être en harmonie avec notre code de conduite interne qui est extrêmement strict et qui dit qu'il ne peut pas y avoir de harcèlement dans l'entreprise. Donc, c'est pour ça qu'on est sur cette enquête. Maintenant, je suis d'accord qu'il il peut y avoir des dégâts, pas toujours, mais c'est pas sans mal. Et d'ailleurs, dans les dégâts, il ne faut pas oublier les témoins, les gens qui ont été appelés à être, je dirais, interrogés comme témoins, au-delà même des deux parties. C'est assez compliqué comme à vivre après. Mais voilà, la raison est quand même celle-ci au départ. Et donc, parler de médiation est un peu compliqué pour moi là, parce que ça voudrait dire en creux que l'on accepte des harceleurs éventuellement, voilà, en connaissance de cause. Oui, mais enfin, tu vois, c'est-à-dire que dans le harcèlement, il y a l'intention de nuire et des agissements répétés. Très souvent, on a les agissements répétés, mais on n'a pas nécessairement l'intention de nuire. C'est-à-dire qu'on a quand même beaucoup de personnes qui sont attaquées pour harcèlement, qui n'ont aucune intention de nuire, mais qui ont tel comportement parce que c'est leur caractère ou justement telle forme d'organisation qui les incite à ceci, cela. Mais si vous les interrogez, ils sont babas et ils sont même effondrés d'être nommés harceleurs. Ils n'en dorment pas de la nuit. Donc, c'est ça qui est génial en médiation, c'est qu'ils puissent pouvoir dire « mais moi, je ne suis pas cet homme-là ou je ne suis pas cette femme-là ». Alors, l'enquête… C'est-à-dire, est-ce que l'enquête permet le questionnement? Je ne suis pas contre l'enquête, je trouve que… Mais, et puis, en revanche, je suis peut-être sur pourquoi nécessairement une sanction ou en quoi la sanction ne pourrait pas être parallèle à un espace de médiation. Ça a toujours été ce que je prenais tout le temps, même en pénal et autres. C'est pourquoi est-ce que ça ne pourrait pas être parallèle, la médiation et une sanction? Pourquoi est-ce que c'est l'un ou l'autre ou l'un contre l'autre? Moi, ce que j'avais envie de revenir un peu sur ce que disait Marie-Pierre par rapport à ce passage vers l'enquête. Moi, ce qui me paraît un peu, sur lequel j'ai besoin encore peut-être de vous entendre, c'est finalement la démarche que fait la personne qui se sent harcelée. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce qu'il y a une envie que l'institution sanctionne la personne? Et là, on est en cohérence avec la démarche d'enquête, etc. Ou d'une certaine manière, est-ce qu'elle n'a pas envie, mais peut-être qu'elle n'en a pas forcément conscience, et peut-être que ça peut être intéressant aussi de voir ça, car en fait, elle a envie de s'expliquer avec cette personne, mais dans un cadre protégé, sécurisé, et qu'elle a envie de l'entendre éventuellement s'expliquer, l'entendre éventuellement se justifier, qu'elle a envie de lui dire tout ce qu'elle a subi, enfin elle a envie de ce rapport-là, et de lui expliquer droit dans les yeux toutes les choses qu'elle a subies, etc. Et dans ces cas-là, je trouve que finalement, l'enquête ne répond pas à ça. Absolument. Et je me dis que finalement,
est-ce qu'on ne tend pas finalement à protéger l'institution, mais finalement sans essayer de creuser un petit peu ce dont a besoin la personne? Est-ce qu'elle a besoin d'une réparation pour elle, et donc finalement de comprendre ce qui s'est passé et de pouvoir dire ce qu'elle a vécu, ou est-ce qu'elle a vraiment effectivement son besoin, c'est que l'institution prenne en charge le truc parce que la personne elle considère que la personne est structurellement harceleur, quoi. Ou est-ce qu'il y a quelque chose entre eux qui fait que, voilà. Et je trouve qu'on rate un peu, enfin, j'ai l'impression qu'on peut rater cette option. Mais c'est absolument vrai. C'est-à-dire que l'enquête est tout sauf, elle ne permet pas de mettre les gens en présence et donc d'avoir cette explication, de même pouvoir pour la personne harcelante présenter des excuses éventuellement. Alors, l'enquête offre quand même un terrain d'écoute qui n'est pas un terrain de médiation, mais un terrain d'écoute, c'est-à-dire que les personnes sont évidemment écoutées longuement, parfois plusieurs fois, donc elles ont la possibilité de s'exprimer. Mais dans notre éthique et dans notre code d'éthique, je dirais, on ne peut pas accepter de comportement de harcèlement. Donc, je reviens un petit peu à la remarque de Sylvie. Peut-on avoir sanction en même temps que médiation? Si un harcèlement est avéré, la personne va être obligée de partir. Donc, pour nous, voilà, il n'y a pas de demi-mesure. Et il faut aussi peut-être avoir en tête que naturellement, c'est un phénomène extrême. Il y a énormément de comportements qui ne sont pas qualifiés de harcèlement parce que la volonté de nuire n'est pas établie, parce que en réalité, c'est jamais blanc ou noir. Enfin, bien évidemment, c'est assez rare ces situations de harcèlement avéré. Mais il est très important, si elles existent, de pouvoir les traiter comme nous souhaitons les traiter. Le problème, c'est qu'effectivement, bien souvent, on arrive à une caractéristique qui est plutôt une maladresse managériale, des comportements inappropriés, etc. D'où la remarque très pertinente de Catherine de dire, mais finalement, que souhaite la personne qui a ressenti cette souffrance, hein, et est-ce que c'est l'enquête qu'elle souhaite? De quoi elle a besoin, quoi, en fait. Si vous me permettez de m'immiscer. Moi, je crois que la première chose dont la personne a besoin, c'est que ça s'arrête. C'est juste, j'en ai marre, j'en peux plus, la coupe est pleine, je veux que ça s'arrête. Je crois que c'est ça, le premier désir, c'est je veux que ça s'arrête. Après, tu disais désir de dialogue, Catherine, j'aimerais bien. Je ne suis pas certaine, mais ce serait idéal. En tout cas, quand ça leur est proposé, la possibilité de dire en face à l'autre, en effet, ce qui est vécu, ça, on sait que c'est génial. Mais il faut un certain courage, parce que si on a une disparité hiérarchique, ce n'est pas la même chose que si c'est entre collègues. Et oser dire, donc là, il faut que l'entreprise protège l'espace de médiation, parce que oser dire à mon supérieur hiérarchique ce que je ressens, etc. Est-ce que ça va être dans mon dossier plus tard? On a tous ce problème de confidentialité garantie ou non par l'organisation et la confiance que la personne peut avoir dans cette confidentialité. Je partage assez le fait avec toi que, en tout cas, la personne, elle a besoin de sentir que son institution, son organisation la soutient. Et ça, ce soutien, elle l'a, que ce soit par une enquête ou par une médiation. C'est-à-dire du moment que l'institution lui dit « oui, on a écouté votre plainte et on vous offre quelque chose comme réponse », moi, je crois que les personnes seraient contentes que ce soit médiation ou enquête. Et moi, je ne crois pas que les personnes veulent nécessairement une sanction, en tout cas peut-être une sanction, mais pas forcément un départ. Tu vois, Marie-Pierre, dans un grand groupe comme vous, c'est un départ, mais ailleurs, une sanction… déjà une sanction dans un dossier, dans certaines organisations, ou un avertissement, ou une mise à pied, ou je ne sais quoi. Enfin, ça dépend après du degré. Mais après, c'est vrai que si c'est avéré, bon, moi, je comprends qu'une organisation ne puisse pas faire autrement. Mais j'ai une autre remarque sur laquelle je voudrais bien qu'on… À l'inverse,
et ça je dis pour nous, communauté de médiateurs, que des organisations n'utilisent pas la médiation, enfin n'instrumentalisent pas la médiation pour planquer, pardon du mot, des comportements inadéquats, on va dire, parce qu'on se voit parfois, rarement, mais saisi de demandes de médiation. Et quand la médiation est avérée, là, je trouve qu'on ne devrait pas être saisi de demandes de médiation. Enfin, je pense à un harcèlement sexuel grave. Non, non, je ne suis pas là pour planquer un harcèlement sexuel grave dans une médiation confidentielle. Au RH de faire leur job. Donc, c'est vraiment toujours sur cette crête de ne pas utiliser la médiation pour dissimuler quelque chose ou permettre des attitudes, voilà. Enfin, moi, je trouve que du côté des RH, non, mais je partage absolument. Je trouve que la ligne de crête est effectivement très, très, très ténue. D'où l'importance de faire connaître la médiation en transparence, c'est-à-dire avec ses limites, avec ses bienfaits, de façon à ne pas créer ni de malentendus, ni d'attentes inadéquates, mais en revanche, de faire connaître cette possibilité de médiation. C'est très important. Et de faire connaître ce qu'est le mot harcèlement, c'est-à-dire que c'est la même chose que le mot discrimination, c'est-à-dire même avant même de former les gens à ce qu'est la médiation, déjà, si tous les salariés, quand ils rentrent dans une organisation, on leur disait médiation, c'est ça, discrimination, c'est ça, voilà la définition, etc., pour qu'ils ne se trompent pas quand ils viennent se plaindre de je suis discriminé ou je suis harcelé, mais simplement j'ai une tension forte avec mon manager ou je ne me sens pas bien à mon poste, ou etc. Cette éducation-là, juste des mots pour qu'ils ne soient pas surexploités. Et là, on aurait l'intention, tu vois, derrière, Catherine, on saurait quel est le besoin. C'est-à-dire que si j'utilise le mot harcèlement, alors j'ai... Mais est-ce que c'est encore, là je provoque un tout petit peu, mais est-ce que c'est pas trop tard? Parce que le terme enfin, moi je vois dans les médiations dans lesquelles je suis intervenue, le mot harcèlement vient, mais on sait très bien qu'il n'a pas cette connotation-là, mais il vient parce que les personnes se sentent harcelées au sens... pas au sens juridique du terme. Donc, de toute façon, c'est déjà une situation de souffrance. Et là encore, la question, c'est on peut reconnaître la souffrance sans forcément qu'il y ait harcèlement. Et c'est ça la grande difficulté. Mais est-ce que finalement, ce problème de terme, il n'est pas déjà un peu derrière nous, quoi? Est-ce qu'il y a une telle, on va dire… malheureusement. Ouais. Mais tu vois, on peut quand même éduquer sur cette terminologie. Et puis les siècles changent et on n'est pas harcelé pareil au XXIe siècle ni dans les mêmes conditions qu'on l'était au XXe. Enfin, un certain nombre d'entre nous qui avons un certain âge, on ne se considérait pas comme harcelé quand un supérieur hiérarchique nous disait telle ou telle chose, etc. Et maintenant, il y a un glissement sémantique, en fait, qui est de pire en pire, je trouve. Et de même un glissement sur l'utilisation des canaux anonymes, comme l'utilisation du whistleblowing ou l'utilisation de lettres anonymes qui rend tout travail finalement très compliqué et toute correction de situation inappropriée très compliquée. En revanche, il nous arrive aussi de sanctionner des dénonciations abusives. C'est-à-dire que je suis d'accord que ce mot harcèlement, malheureusement, est très galvaudé, qu'il faut en donner la connotation juridique claire et que nous, quand nous menons des enquêtes, nous devons absolument consacrer une partie de notre temps à une préanalyse qui nous permet de voir s'il y a un abus de langage ou s'il y a vraiment quelque chose à creuser. Parce qu'on sait que s'il y a quelque chose à creuser, d'abord, nous, ça nous prend beaucoup de temps et d'énergie, c'est très compliqué, mais aussi, c'est très, très impactant pour les parties. Donc, il est important de faire cette première préanalyse. Mais l'usage de plus en plus fréquent de ces canaux anonymes est assez perturbant.
et je pense doit mener aussi à une réflexion, à une pédagogie par rapport à ces canaux, parce que très clairement, on ne peut pas avancer s'il n'y a pas un minimum d'informations qui soit apportées. Donc c'est un autre aspect. J'avais une question peut-être Sylvie, tu voulais intervenir? Tu voulais réagir? Non, vas-y. Oui, j'ai plein de choses à dire, mais vas-y. Non, je me demandais si, en fait, dans la manière dont vous décrivez les choses, j'ai l'impression qu'il y a des situations qui sont très diversifiées et que finalement, il y a des circuits qui, pour le coup, sont un peu oui ou non. Et j'entends Marie-Pierre disant, mais en fait, s'il y a médiation quelque part, j'entends ça un peu. C'est pas vraiment ce que tu dis, mais ce que j'entends un peu, il n'y a pas de reconnaissance possible des faits caractéristiques de harcèlement. Et ça, c'est insupportable. Enfin, c'est pas admissible pour une entreprise. Comme si la médiation elle-même supposait que on excluait des situations de harcèlement. En tout cas, tu opposes un peu. Et la question que je me posais, c'était finalement quand une personne déclenche, enfin, fait cette démarche, est-ce que qu'est-ce qui lui est dit sur les différentes voies qui se présentent à elle? Et qu'est-ce qui lui est dit en termes d'informations sur l'enquête? Et qu'est-ce que ça donne? Et quelles sont les probabilités? Et comment ça se passe, etc. Et qu'est-ce qui lui est dit éventuellement sur les autres chemins possibles? Parce que quelquefois, il y a le risque aussi que la personne se sente finalement dans un dispositif dont elle n'apprécie pas forcément les conséquences. Elle ne sait pas forcément que ça va être très difficile pour elle, qu'elle ne va pas pouvoir. Enfin, voilà. Et je me demande si on apporte assez de soins à ça. Enfin, je ne sais pas comment vous voyez les choses. En fait, peut-être pour te répondre, mais évidemment, ça dépend de la taille et de l'organisation des groupes. Nous sommes vraiment penchés sur le sujet depuis 2015, avec une approche extrêmement pluridisciplinaire que nous avons la chance d'avoir, avec des médecins du travail qui sont internalisés, avec des assistantes sociales internalisées, avec des partenaires sociaux, bien sûr, des lignes RH, et on inclut les managers là-dedans. Donc, en fait, cette approche pluridisciplinaire, elle est connue. On a on a régulièrement des sortes de campagnes sur tout ce qui est comportemental, et bien sûr des alertes par le whistleblowing sont aussi possibles. Donc je pense que ça c'est assez connu. Lorsqu'on a une dénonciation, on est vraiment sur ces trois thèmes, c'est-à-dire est-elle formalisée, peut-on la formaliser, est-elle étayée et les faits sont-ils corroborés? Ce sont vraiment les trois éléments qui nous permettent d'arriver à un diagnostic. Et encore une fois, le diagnostic, il doit nous permettre quand même de sanctionner le cas échéant. Et c'est là où la médiation, je trouve, c'est un peu compliqué pour avoir cette démarche-là. Quand une personne vient nous voir avec une dénonciation de ce type-là, évidemment qu'on prend en considération le fait que si cette personne vient vers nous, il y a de la souffrance quelque part, donc, il y a un ressenti quelque part. Donc, même si on ne peut pas étayer sa dénonciation, à ce moment-là, il y a des tas d'observations et de suivi et d'accompagnement qui sont faits pour cette personne. Mais encore une fois, c'est vrai que ça dépend de la taille des groupes. On a des grandes enquêtes qui nous permettent de mesurer le stress, le surstress, le bien-être des collaborateurs au travail, et donc d'identifier à l'avance quelles sont peut-être les équipes qui vont être soumises à un surstress et donc sur lesquelles il faut travailler. Et peut-être que là, des médiations préventives, des médiations de projet, quand on fait des fusions d'équipes, il y a une grande place pour la médiation dans l'entreprise en général, puisque en fait, on a des tas de possibilités de tension sociale, et je trouve que ça décongestionne, que de toute façon, c'est un apport extraordinaire, que ce soit individuel ou collectif, et qu'elles arrivent à un accord ou qu'elles n'arrivent pas à un accord, ça fait avancer et dans le bon sens le dialogue. Donc ça, c'est certain. Mais bon, ça dépend aussi peut-être des organisations.
Sylvie. Oui, j'ai relu récemment le mémoire du CNAM de Sophie Mandelbaum, où j'invite les CNAMiens à aller lire. Et elle explique très bien que les conditions pour elle, qui était à l'époque syndicaliste et dans un grand syndicat, et elle prend des exemples concrets, pour que la médiation et le harcèlement fassent bon ménage dans une organisation, c'est que ce soit inscrit dans une démarche globale, c'est-à-dire pas seulement avec le terme harcèlement, mais dans d'autres situations et sur d'autres sujets, que le timing soit le plus en amont possible. Donc, ça implique quoi? Une sensibilisation à la conflictualité dans l'organisation, de l'information sur ce qu'est la conflictualité, la normalité du conflit, quoi. Enfin, c'est juste normal d'être. On est des humains, donc on est en conflit, c'est pas un problème. Ça, c'est moi qui dis ça comme ça. Un accord collectif, si possible, puisqu'elle avait accompagné une pensée sur le fait que la médiation soit dans l'accord collectif. Et puis, une coordination, et là, c'est ce que tu dis, Marie-Pierre, je te rejoins, avec tous les acteurs de l'organisation, c'est-à-dire que le médecin du travail, le psychologue, enfin, etc. Ça veut dire que le salarié qui va dire en premier, je ne sais pas, à un syndicaliste ou au médecin du travail ou au psychologue de l'entreprise ou à l'infirmière, je souffre, je ne vais pas bien, directement que la médiation puisse lui être proposée et que ce soit en lien et en coordination. Donc, on a quand même des conditions pour que ça fonctionne, qui sont des conditions que toute l'institution, toute la structure quoi, ait pris en charge cette proposition, il me semble. Et je ce pense que je qu'il voulais faut dire, pardon, c'était juste pour la posture du médiateur, parce que, par exemple, pour cet après-midi, moi, j'avais ce tiraillement, je n'ai pas d'intention, voilà. Donc, que cette médiation mène à une rupture ou qu'elle mène au fait que les choses se passent mieux, ça m'est égal. Ça, c'est ma fameuse neutralité. Soi-disant, évidemment qu'au fond de moi, je préférerais telle ou telle chose. Mais du coup, nous, notre job de médiateur, ça va aussi être de les aider à évaluer s'il vaut mieux rester dans l'entreprise ou partir et dans quelles conditions partir et leur faire mesurer les conditions d'une rupture. Mais encore faut-il qu'on se sente vraiment libre comme médiateur et qu'on n'ait pas une pression de l'institution qui nous nomme en tant que médiateur externe, parce qu'il ne faut quand même pas se mentir là-dessus parfois, même si on a beau écrire que nous n'avons pas de résultats, pas d'intention, etc., dans sa tête, le mandant, il a quand même bien envie que tout se passe bien, que ça s'apaise et que les gens puissent rebosser ensemble. Et là, nous, notre difficulté métier, c'est de dire, on va faire cette médiation, mais moi, je ne suis pas payée pour que ces gens travaillent bien ensemble et se réconcilient. Ça, je trouve que ça crée un tiraillement concret dans notre métier de médiateur. Il y a déjà le tiraillement du mandant à notre égard, et puis ensuite, il y a notre tiraillement intime, qu'on traite en analyse de pratique ou en supervision, mais je trouve que c'est ça qui les rend vraiment passionnantes, mais à la fois vraiment difficiles, quoi, ces médiations-là. C'est qu'il y a une attente il faudrait qu'ils se réconcilient, que ça s'apaise. Enfin, dans des grands groupes, quand on a certains mandants, ils imaginent qu'on va faire ça. Mais non, on ne va pas faire ça. On va les mettre en présence pour dialoguer et dire ce qu'ils ressentent. Et c'est déjà pas mal. Mais derrière, il y a quand même des attentes qui sont plus poussées que ça. Et ça, je trouve ça difficile dans notre quotidien de médiateur. La confrontation de l'idéologie de la médiation au réel, quoi. Je pense que c'est un vrai sujet et qui n'est pas simple pour les mandants. Et je pense que ça demande d'avoir une vraie connaissance de ce qu'est la médiation et de la prendre pour ce qu'elle est vraiment et pas de ne pas l'instrumentaliser. C'est effectivement, ça me semble clé. Je pense aussi que ce que je vois dans les résistances par rapport à la médiation, ça a trait aux managers, c'est-à-dire que on estime que les managers doivent aussi accomplir leur rôle de manager et donc le conflit, et je te rejoins, c'est la normalité des relations, donc il faut que les managers sachent faire face à un conflit et le traitent. Et donc, il ne faut pas que
en faisant connaître la médiation, en faisant appel à des médiateurs, que les managers se défaussent en quelque sorte sur des médiateurs pour traiter ce qu'ils devraient en tant que manager traiter. Et donc, il y a toujours ce fameux tempo dont parlait Catherine, qui est à quel moment peut-on faire appel avant que la relation se dégrade ou pourrisse et devienne proche d'un harcèlement, mais quand même pas trop en amont pour que les managers assument leur job. Donc, ce tempo reste intéressant. Ok, on va peut-être bientôt proposer à Geneviève de nous restituer les questions s'il y en a. Moi, je reste un petit peu avec ma question, au sens où je reste avec la question de savoir si à un moment donné, même si une enquête est conduite, si à un moment donné, la personne qui a fait cette démarche, au fond du compte, à un moment donné, elle a envie de pouvoir dire à l'autre ce qu'il lui a fait, quoi. Et qu'est-ce qu'on fait de cette envie-là dans un processus où je comprends que les enquêtes, elles sont au contraire, hyper cloisonnées. On ne veut surtout pas que les gens se rencontrent et tout ça. Et je me dis qu'il ne s'agit pas que la médiation résolve quelque chose, mais c'est plutôt, ça me rappelle un peu la médiation réparatrice dans le domaine pénal. Il y a quelque chose qui est de si pour se reconstruire, cette personne a envie de le dire quoi, à l'autre, en face. Aujourd'hui, une enquête, ça ne permet pas ça. Et donc, je reste un peu avec cette question. Oui, mais tu vois, Catherine, du coup, cette médiation-là dont tu parles, il y en a, elles ont lieu, post-rupture. Tu vois après la procédure. Dans le courant de la procédure, par les chambres sociales de la cour d'appel ou des choses comme ça, ou pour rompre, ou alors après le licenciement, mais juste après et avant la saisine. Là, je suis saisie par un cadre dirigeant qui a été mis à la porte vraiment de façon… Et je lui dis, c'est le moment de suggérer une médiation pour dire ce que vous avez vécu, pouvoir vous rebondir, tourner la page, etc. quoi. Avant, c'est trop tôt quoi, pour vous. Avant, ça vous paraît… Ou si le harcèlement a été ressenti comme tel, mais pas avéré. Et donc là, on est dans un cas où une médiation peut être proposée, si tant est que il n'y ait pas de violence et que les deux parties, évidemment, soient d'accord. Parce que dans le cas que tu indiques, Catherine, je comprends et c'est tellement vrai que le besoin de la victime n'est pas assouvi, enfin n'est pas voilà, tenu, on n'en tient pas compte. Mais est-ce que pour autant la personne harceleuse voudra oui, bien sûr, en position de dialogue? C'est bien sûr. quand même pas évident. Ok, en tout cas, j'ai pu exprimer ma question qui est restée qui me restait un peu à l'intérieur de mes convictions. Geneviève, est-ce qu'il y a eu des questions par chat et est-ce que tu peux nous les transmettre? Écoute, il y a beaucoup d'échanges qui se passent par chat, qui sont plutôt des constats, moins d'interrogations que des sortes d'affirmations. Il y a des questions autour du rôle, par exemple, du référent dans l'entreprise, du référent harcèlement. La question de l'appréciation du harcèlement, effectivement, on sent que c'est une préoccupation qui doit la faire, etc. Moi, je pense qu'il y a 9 personnes, je crois, qui sont en attente d'intervenir avec des témoignages. Je propose de les laisser entrer dans le Zoom. Oui. Voilà. Alors, c'est ce que j'ai indiqué à Vincent, mais moi, je ne suis pas en mesure de les laisser rentrer, c'est à lui de les laisser rentrer. Voilà. Donc moi je vous souhaite une bonne continuation et je me sauve. Voilà, on les voit arriver. Ok. Donc, je propose peut-être à ceux et celles qui le souhaitent, dans les personnes qui se sont connectées, de m'indiquer par un petit signe de la main si elles souhaitent intervenir et poser des questions. Je ne suis pas en mesure de les laisser rentrer, c'est à lui de les laisser rentrer. Voilà. Donc moi je vous souhaite une bonne continuation. Oui.
Voilà. Alors, qui voudrait intervenir Donc, parmi les personnes qui se sont connectées? je pense peut-être à ceux et celles qui le souhaitent dans les personnes. Alors, il faut que je dise à Vincent de se déconnecter. De m'indiquer par un petit signe de la main si elle souhaite intervenir. Non, c'est pas Vincent, c'est quelqu'un en fait qui a Il ne s'est pas déconnecté. Donc, il faut que vous, ceux qui se sont connectés à Zoom, il faut absolument vous déconnecter de YouTube. Donc, parmi les personnes qui se sont connectées, je pense peut-être à ceux qui le sont. Parce que sinon, ça, voilà. Alors, il faut que je dise à Vincent de se déconnecter, de m'indiquer. Il y a quand même quelqu'un qui ne s'est pas déconnecté de YouTube. C'est pour ça qu'on a essayé de ne pas trop généraliser parce qu'on ne peut pas forcément tout maîtriser là. Alors, on va continuer, tant pis pour l'écho. Qui voudrait intervenir sur ce sujet et éventuellement interpeller nos intervenantes? Parce que sinon, voilà. Vous pouvez lever la main pour que je vous voie. Il y a quand même quelqu'un qui ne s'est pas déconnecté de YouTube. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir? Vous poser une question? Oui, Sylvie? Sylvie Morel? Bah oui. Bonjour. Bonsoir. Pour répondre à ta question, Catherine, en fait, je pense à une entreprise. En réalité, c'est un groupe qui a un accord d'entreprise qui prévoit qu'en cas de harcèlement moral ou sexuel, d'ailleurs, la victime présumée peut choisir entre enquête ou médiation. Donc, elle ne s'engouffre pas directement vers l'enquête, mais prévoit justement ce choix. Et j'ai eu le cas d'une salariée victime a priori de harcèlement sexuel avec des faits quand même assez sérieux et qui a choisi la médiation avec exactement ce que tu disais. Quand je l'ai interrogée, donc il y a eu évidemment des entretiens préalables très très sérieux avant d'imaginer une rencontre entre victimes présumées de harcèlement sexuel et auteurs. Et elle a d'ailleurs donné des conditions pour cette rencontre un peu particulière. Mais son souhait, c'était mais si une enquête est menée, d'abord toute l'entreprise va le savoir, et moi je veux, ou une grande partie, et moi je veux pas. Et deuxième chose plus importante, je ne pourrai jamais lui dire qui m'a fait subir, comment j'ai souffert, etc. Je veux, en fait, elle a placé en tête de ses besoins le besoin que lui sache le mal qu'il lui avait fait. En sachant que d'ailleurs l'accord d'entreprise prévoit qu'en cas, entre guillemets, d'échec de la médiation, la personne peut toujours revenir à une enquête. C'est-à-dire qu'au niveau des droits, ils ne sont jamais abandonnés. Il y a toujours possibilité d'avoir recours à la justice le moment venu. Mais en tout cas, cet accord d'entreprise, là où il est assez extraordinaire, c'est qu'il prévoit une possibilité de médiation sans que les personnes ne renoncent à leurs droits par ailleurs, en fait. Est-ce que vous voulez commenter, Sylvie ou Marie-Pierre? Ce que je voudrais simplement, c'est peut-être que pour ceux qui nous ont rejoints, vous vous mettiez sur muet parce que ça fait pas mal d'interférences. Et moi, je ne suis pas en mesure de vous mettre en muet, donc il faut que vous le fassiez directement. Est-ce que Sylvie ou Marie-Pierre, vous avez envie de réagir à cette question? Moi, j'ai envie juste de dire que c'est génial et qu'il faut multiplier ces accords d'entreprise-là et les faire connaître. Et effectivement, quand c'est un désir de la personne de choisir ça, c'est extraordinaire que l'entreprise le lui permette. Parce que je suis d'accord avec toi, Sylvie, qu'elle n'a pas envie que tout le monde sache que, etc., etc. Donc, c'est la préciosité de la confidentialité de la médiation. Donc, moi, je peux que dire génial, mais alors, il faudrait que les entreprises fassent partager ces accords collectifs, parce qu'en fait, on sait très bien que nos entreprises, ils demandent mais est-ce que les autres font ça et comment ils font les autres? Et si on leur dit, je sais pas, Saint-Gobain fait ça, ah bon, Saint-Gobain fait ça, nous aussi on va le faire. Ça manque de publicité. Oui. Voilà, c'est ça. Alors, nous, en ce qui nous concerne, ce que font les autres, voilà, c'est pas notre souci. Ce qu'on veut, c'est nous, par rapport à nos collaborateurs, c'est avant tout les protéger. Et donc, on est extrêmement strict dans notre code de conduite.
Ce que j'admire dans ce que Sylvie a dit, c'est que le harceleur ait accepté la médiation. Ça me semble aussi assez compliqué et pas forcément fréquent, mais je trouve que c'est très bien. Donc peut-être que c'est quelque chose auquel on viendra. Je ne suis pas sûre aujourd'hui qu'on considère que la médiation qui ne serait pas assortie de sanctions protège les collaborateurs et protège l'entreprise, parce qu'on pourrait imaginer dans ce cas-là que la médiation soit faite et que le harceleur ne soit pas sanctionné. Pour nous, ça, c'est pas envisageable. Donc voilà, on est toujours… Sylvie va réagir. Sylvie va réagir. Ouais. Ah, oui, parce que justement, enfin, la médiation, c'est un endroit plus souple que le droit. Là, c'est comme si l'entreprise, vous devenez juge, le droit, entre guillemets. Or, enfin, moi, j'ai déjà vécu une médiation où il y avait du harcèlement sexuel et la jeune personne, tout ce qu'elle voulait, c'était juste qu'on reconnaisse qu'elle n'était pas une menteuse. C'était moins les agissements qu'elle avait subis qui la choquaient, mais c'est la reconnaissance de ce que je dis est vrai. Tu vois, et elle ne voulait pas forcément une sanction. C'est-à-dire que les gens, parfois, la reconnaissance n'implique pas, dans l'esprit des personnes qui ont déclenché tout ça, une sanction derrière. Nous, il nous est arrivé, 10 ans après, que des gens se réveillent par rapport à ça. Et le risque est énorme. Le risque est énorme. On ne peut pas se permettre de prendre ce risque. On voit bien que Marie-Pierre, elle pense aussi à la protection d'entreprise. Alors, Didier voudrait parler. Oui, bonjour. Oui. Alors moi, je suis bien d'accord avec ce que dit Sylvie sur, ce que moi j'ai constaté en tant que médiateur interne, c'est que souvent des agents ou des équipes ou des parties d'équipe de service alléguaient de harcèlement de la part de leur supérieur hiérarchique et que quand on en parlait au supérieur hiérarchique, il tombait un peu de… Il y en a un qui m'a dit « mais je tombe de l'armoire » parce que effectivement, il avait souvent un style ou un comportement qui pouvait être perçu comme brutal ou comme péremptoire, ne laissant pas la place aux personnes pour exprimer leur point de vue dans l'organisation du travail ou dans le déroulement du travail, et que ça, c'était perçu comme harcèlement, et ça pouvait donner lieu à une médiation qui permettait à chacun de se repositionner et d'exprimer ce qu'il avait vécu dans cette situation. Et assez rarement, moi, j'ai été confronté à des situations que moi, j'ai jugées comme n'étant pas médiables. Mais c'était mon appréciation à moi. C'est-à-dire que là-dedans, le médiateur, et pour éviter justement le travers où une organisation peut se servir de la médiation pour mettre sous le tapis des situations qui sont inacceptables, ou ne pas déstabiliser une organisation, une hiérarchie, parce qu'on ne sait pas où ça va aller, où ça va mener, quelles seront les dynamiques qui vont être déclenchées à partir de là. C'est le médiateur, quand il est saisi pour engager une médiation, d'apprécier. Alors, il y a sa subjectivité à lui, son ressenti, mais en tout cas d'apprécier si il juge que la situation est médiable ou pas. Nonobstant la position des agents qui sont impliqués ou des salariés qui sont impliqués dans cette situation. Parce que il y a aussi des salariés qui m'ont dit, ou des agents qui m'ont dit, moi je considère que mon chef est toxique
et je ne peux pas m'engager dans une démarche de médiation parce que même une toxicité régulée, ça reste une toxique et moi, je ne suis pas prêt à l'assumer. À partir de ce moment-là, il n'y a pas médiation et il y a d'autres dispositifs qui peuvent rentrer en ligne de compte à condition qu'ils existent et puis qu'ils soient facilement mobilisables. En particulier, là où j'étais à la mairie de Paris, il y avait un dispositif de prévention du harcèlement et de la discrimination avec enquête, audition, etc., etc. Donc, ça m'est arrivé quelquefois d'orienter la personne vers ce dispositif parce qu'on constatait ensemble que la médiation n'était pas appropriée à ce qu'elle avait vécu et au comportement qui était dénoncé. Merci Didier. Qui parmi les participants voudrait Thierry, bonjour Thierry. Ah, tu as ton micro qui doit être… Oui, je l'active. Merci Catherine, merci Sylvie et Marie-Pierre pour vos interventions, c'était fort intéressant. Alors, moi, je suis médiateur et je travaille aussi pour la CFDT depuis 8 ans. Vous avez insisté sur le fait que le mot de harcèlement, quand il est cité en entreprise, c'est tout de suite voilà, un gros warning là, qui s'allume. Il est très lourd, il est chargé de nombreuses connotations pour tout le monde. Et le mot enquête également. Le mot enquête, ça veut dire que s'il y a une enquête, il y a possiblement un accusé. Alors déjà, il y a un harceleur, une harceleuse, et puis en plus, il sera peut-être accusé. Donc c'est très très lourd aussi. Il y avait un peu un absent quand même dans vos échanges. Bon, même si Sylvie, tu as fait référence à Sylvie Mandelbaum et son mémoire, ben, c'était les représentants du personnel. Ils ne sont pas neutres non plus dans cette histoire hein, par rapport au harcèlement. Et il me semble que l'enquête n'est pas obligatoire. C'est l'employeur qui l'a mis en place, mais elle est obligatoire s'il y a un droit d'alerte qui est posé. Mais il n'est pas forcément posé systématiquement. C'est justement un dialogue avec les représentants du personnel qui permettrait d'éviter qu'il y ait systématiquement des droits d'alerte. C'est sûr qu'il faut commencer à regarder ce qui se passe. Mais l'enquête n'est pas obligatoire. Elle est obligatoire, effectivement, si l'employeur s'est lui-même mis dans une situation prisonnier de son règlement intérieur ou d'une charte. Parce qu'effectivement, le règlement intérieur de l'entreprise ou la charte peut imposer déclenchement d'une enquête, mais pas nécessairement. Et s'il y a enquête, effectivement, ça pose la question de la grande difficulté de la mise en place de la médiation à ce moment-là. Donc, faut pas forcément voilà, se dire que c'est obligatoire. Peut-être pour répondre juste sur ce point, Thierry, chez nous, dans la plupart des cas, les collaborateurs se font accompagner par des partenaires sociaux qui demandent ces enquêtes. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, Marie-Pierre. C'est la problématique des représentants du personnel qui, dès que le mot harcèlement arrive, effectivement, il y a une tendance à se dire le harceleur, si c'est le manager, il est forcément coupable. Et donc, il y a une orientation, un préjugé préalable. Et effectivement, les représentants du personnel veulent y aller à fond sur cette enquête et pas forcément sur la médiation, d'ailleurs, qui est parfois assez étranger au raisonnement des représentants du personnel. Donc, voilà ce que je voulais dire de ce point de vue-là. Et j'ai juste une toute petite question sur quelle place de la médiation en cas de harcèlement institutionnel. Vous savez que le harcèlement institutionnel est une notion qui est reconnue juridiquement maintenant. Donc, là, qui c'est le harceleur? C'est l'institution. Mais comment on fait une médiation là-dedans? Alors Sylvie, tu voulais réagir aussi à la première question et puis peut-être tu peux aussi poursuivre sur le… Alors, je voulais réagir sur ce que tu dis Thierry, parce que j'ai une situation en ce moment où il y a eu une alerte qui a été retirée. Mais pour autant, la directrice est extrêmement blessée d'avoir été accusée de harcèlement, même si l'alerte a été retirée. Il y avait une maladresse des représentants du personnel dans cette alerte, une méconnaissance de la façon des nouveaux représentants du personnel un peu béotiens. Donc, il y a ça, elle a quand même été abîmée, elle, et elle a ressenti une amertume énorme d'avoir eu cette alerte retirée, d'avoir été attaquée comme harceleuse. Je suis pour éduquer les représentants du personnel au fait que la médiation, c'est pas moins bien et que c'est un espace pour les gens qui le défendent et qui les accompagnent, un espace chouette. Et il y en a beaucoup qui ne le connaissent pas. Donc, là, je suis d'accord avec toi. Hein, voilà. Et le harcèlement institutionnel, en fait, moi, je trouve que les mandants qui nous nomment n'ont pas toujours conscience qu'il y a cette
ce harcèlement institutionnel, parce que nous, on est souvent nommés par des RH, en fait, hein, ou tu vois, ou des managers un peu dans la hiérarchie, et que ça nous met, nous, médiateurs, dans cette situation de le dire, enfin, de le pointer, notamment quand les conditions ne sont pas réunies. Enfin, en ce moment, nous, c'est ça notre expérience pratico-pratique, c'est les conditions ne sont pas réunies pour une médiation, parce qu'en fait, quelque part derrière, il y a un harcèlement institutionnel et soit c'est toute votre organisation qui bouge. Et est-ce que vous êtes prêt à ça ou ben, nous, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, quoi? Donc, ça nous met dans une situation un peu d'impuissance, je trouve, médiateur, ce harcèlement institutionnel. Enfin, je ne sais pas si vous partagez ça, les autres, mais… Moi, je dirais en tout cas que l'avantage de la médiation, c'est que justement, la médiation peut mettre en lumière en tout cas un dysfonctionnement institutionnel, organisationnel, ça c'est très important. Après, c'est vrai que on est dans un monde pas forcément idéal, mais les entreprises sont dans un monde de transformation extrêmement accéléré. Les managers eux-mêmes sont devant des complexités, des injonctions contradictoires eux-mêmes. Et donc, là encore, je trouve que c'est très en amont qu'il faut agir pour expliquer les transformations et embarquer les collaborateurs. Parce qu'on se trouve parfois dans des situations où des collaborateurs ne veulent pas bouger parce qu'ils ne comprennent pas, en fait. On ne leur a pas bien expliqué pourquoi est-ce qu'il fallait bouger, être embarqué dans des transformations, et des managers qui ont des contraintes énormes de temps, etc. Et donc, voilà, je trouve qu'il faut aussi faire un tout petit peu attention par rapport à la qualification de manager parfois pervers ou toxique pour arriver à avoir une vue d'ensemble. En tout cas, ça veut dire qu'il y a de la souffrance quelque part et qu'il y a sans doute eu des ratés en amont. Et donc, encore une fois, c'est en amont beaucoup de pédagogie qu'il faut faire. Mais cette complexité, elle est réelle. Et voilà, il ne faut pas dire qu'il faut l'accepter comme tel et qu'il faut accepter des harcèlements institutionnels. Je vais remercier Thierry, Didier et Sylvie. Je vais leur demander de se déconnecter si c'est possible ou de se mettre parce que en fait, je n'avais pas réalisé que c'était plafonné. Donc, il y a des personnes qui voudraient poser des questions et qui ne peuvent pas le faire. Donc, en tout cas, merci pour vos interventions. Qui souhaiterait, dans les nouveaux venus, poser une question? Elisabeth? Oui, merci. Dans les situations que j'ai rencontrées de harcèlement, l'essentiel des cas, je les mettrais dans deux catégories. Une catégorie maladresse, donc quelqu'un a le sentiment d'être harcelé. Il a pu l'être ou pas, parce que contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure, on ne recherche pas forcément l'intentionnalité pour qualifier une situation de harcèlement. La loi le précise bien que c'est pour objet ou pour effet. Donc, on se retrouve assez souvent dans des situations dans lesquelles il n'y a pas eu intentionnalité, mais pour autant, il y avait vraiment des agissements qui relevaient du harcèlement. Donc ça, c'est une première catégorie. Les maladresses, en particulier des maladresses managériales, ça peut être entre collègues aussi. Et puis, l'autre catégorie, c'est quand des managers, en particulier les managers, sont mis sous pression et donc font cascader en quelque sorte la pression. Donc, si dans cette deuxième catégorie de situation, on pourrait imaginer une situation de médiation dans laquelle ça apparaît, en fait, hein, on a mis les deux personnes en présence, mais ce qui apparaît, c'est qu'en fait, le manager lui-même est dans une situation difficile. Donc, logiquement, il faudrait élargir la médiation au manager du manager ou à d'autres acteurs qui ont quelque chose à voir avec la pression qu'il subit. Alors, quelle est votre expérience voilà, quelles sont vos pensées, vos expériences par rapport à ce type de situation? Alors, si je réponds, nous, notre expérience, c'est que quand c'est entre deux personnes et qu'on découvre ça, ce qui va rejoindre ce que Thierry disait, c'est-à-dire une sorte de harcèlement institutionnel, c'est ça ce dont tu parles, Elisabeth, enfin un truc en cascade.
pas forcément institutionnelles, mais enfin, qui touchent à l'organisation. Nous, notre délicatesse, enfin, notre difficulté, on va dire, c'est quand on va faire retour, c'est ce passage de relais en fin de médiation et quand on va faire retour à notre mandant. Et c'est vraiment le moment de la fin de la médiation où on va questionner les deux personnes en disant, bon, bah alors du coup, moi, ma phrase très simple, c'est qui dit quoi à qui? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous en dites de ce que vous venez de découvrir dans cette médiation? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est nous, les médiateurs? Enfin, comment vous voyez les choses? Et dans le retour à l'institution, c'est sans lui taper sur les doigts ni rien du tout, et avec l'accord, et enfin, on se sera tous mis d'accord à la fin de la médiation, de dire, ben voilà ce qui sort de cette médiation, tu vois. Et après, on n'est plus maître de ce que le mandant va en faire, mais en tout cas, pouvoir en faire retour. Et enfin, là, ça veut dire prendre du temps dans la dernière partie de la dernière réunion de médiation pour dire, bon, voilà, ce qu'on a constaté ou ce que vous avez compris, appris, etc. dans cet espace, c'est ça. Qui le dit? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est nous, médiateurs? Si c'est nous, qu'est-ce que je dis? Moi, ma façon de faire, elle est très simple, c'est que j'en dis qu'est-ce que je dis? Je note ce qu'ils me disent de dire, je me le stabibolobosse en jaune, machin, et quand je retourne vers le mandant, je dis ils m'ont dit de vous dire ça. Comme ça, je suis sûre de ne pas rompre la confidentialité, quoi. Mais eux-mêmes, parfois, font des retours. Moi, j'ai déjà eu des médiés. Je me souviens d'une médiation où il y avait des choses vraiment complexes au niveau de l'organisation et des personnes, mais une fois que les personnes avaient réglé leurs troubles à elles, j'allais dire, elles ont écrit à deux tout un accord avec à qui on va l'envoyer à telle et telle et telle personne. Enfin, c'était leur décision, mais ça a été co-rédigé en médiation, quoi. Et ça ne donne pas une impression d'inachevé, en quelque sorte? C'est toujours les limites de notre posture. Je ne deviens pas consultante, quoi. Moi, j'ai un cas récent d'une situation assez simple, en fait, de difficulté entre un manager et sa collaboratrice. Et dès le départ, ils se sont dit qu'il y avait un problème organisationnel autour, et ça a été, voilà, on l'a remonté au-dessus, et il y a eu effectivement des changements qui ont été faits. Parce que c'était sous-jacent, mais là, il y a des mots, ça a été verbalisé, et en fait, il y a des modifications vraiment d'organisation qui ont été faites. C'était une petite équipe, ce n'était pas un énorme changement non plus à faire, mais je suis d'accord, c'est assez fréquent, en fait, dans l'entreprise. Je suis d'accord avec ce qu'Elisabeth a dit. Et parfois aussi, il y a des harcèlements réciproques, c'est-à-dire que voilà, des situations, le harcelé est aussi harceleur. Et donc, on a toutes sortes de situations. Mais ce harcèlement dont parle Elisabeth, c'est vrai qu'il est assez fréquent. Qui souhaiterait poser? Didier, attends, on va d'abord s'il n'y en a pas d'autres, et après je te reposerai la parole. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que d'autres personnes ont envie de poser des questions? Sinon, Didier, je vais te repasser la parole. Non, pas d'autres questions? Oui, alors Didier, vas-y. Juste pour dire que dans ma pratique, et ce que j'ai souvent constaté, c'est que dans les accords de médiation, en fin de médiation, quand on arrive à un accord, souvent se règlent des questions de relations entre personnes dans le cadre du fonctionnement du service, mais il y a aussi, est abordé, moi je l'abordais systématiquement, qu'est-ce que vous voulez dire de votre compréhension de la situation, des propositions que vous pouvez faire à la hiérarchie, parce que bien souvent, et souvent dans les médiations collectives, plus que dans les médiations interindividuelles, mais parfois aussi, il y a toujours cette dimension de, on est inséré dans une organisation qui a un effet aussi sur la situation qu'on vit et qui a amené, ou qui porte des causes qui nous ont amenés dans la situation de conflit qu'on a vécu. Et vous, en tant que médié, qu'est-ce que vous avez à dire dans cet accord de médiation? Qu'est-ce que vous voulez transmettre à la hiérarchie? Type de proposition et tout. Et ça fait partie, effectivement, et je pense que l'éthique de la médiation, c'est quand même aussi la reconnaissance de la responsabilité des personnes sur la façon qu'elles ont d'appréhender la situation dans laquelle elles sont. Donc, c'est aussi important que ça soit
que ça ne soit pas le médiateur qui se comporte en consultant, en conseil par rapport à une situation, mais que ça soit l'expression des personnes en médiation elles-mêmes. Merci Didier. Alors, je vais peut-être proposer à Sylvie et à Marie-Pierre de donner un peu leur mot de la fin et ce qu'elles ont tiré, en tout cas, de ces échanges. Juste avant, je voudrais quand même rappeler, peut-être pour ceux qui ne sont pas forcément familiers, ce qu'est le harcèlement institutionnel. C'est en fait les situations de souffrance liées à des comportements qui ne sont pas liés à des personnes, mais qui sont liés au rythme de l'entreprise, aux demandes, aux attentes, enfin qui ne peuvent pas être ramenés à une personne, mais plutôt à l'organisation. Alors certains parlent de harcèlement organisationnel, d'autres institutionnel, mais voilà, je voulais juste clarifier ce que c'était ce concept-là, mais qui n'est pas visé par la réglementation sur le harcèlement, qui est plutôt un concept, je pense pas que dans le code du travail… Il est visé, par exemple, dans la discrimination, tu vois, tu as de la discrimination systémique. Institutionnelle, là, c'est dans les textes. Le fait que le système lui-même porte ça, quoi. D'accord. Écoutez, à ma connaissance, dans la jurisprudence, c'est quand une entreprise a la volonté de pousser des personnes à partir également, ou à changer. C'est typiquement l'affaire France Télécom. Ben oui, c'est ça. Tout à fait, oui. Ok, je vous propose donc peut-être Sylvie et Marie-Pierre, dans l'ordre que vous souhaitez, de donner à la fois des orientations, quelques conclusions avant qu'on se dise au revoir. Ouais, je crois que Marie-Pierre et moi, on s'était dit en préparant quand même cette affaire qu'il y avait un changement culturel. Alors Marie-Pierre, je te laisserai dire ton optimisme à toi. Moi, mon optimisme à moi de cabinet de médiation et de médiatrice, c'est que il y a de plus en plus d'appels d'offres en ce moment et de demandes de médiation de la part d'organisations plus ou moins importantes, et plutôt plus importantes que moins, sur des lots RPS et des lots médiation. Ce qui signifie pour moi que d'abord les deux sont liés, c'est-à-dire dans l'esprit de les organisations, les risques psychosociaux et la médiation, même s'ils le mettent en deux lots, parce qu'on n'a pas forcément les deux compétences, c'est qu'ils voient bien leur lien. Donc ça, je trouve ça vraiment chouette. Et je disais en préparant là, que nous, là, on a beaucoup de demandes comme ça, mais on est aussi beaucoup saisi par des associations, c'est-à-dire des milieux socio-professionnels dont on n'avait pas l'habitude forcément, qui prennent soin de cette manière-là avec la médiation. Donc, il y a vraiment un élargissement de cette notion-là, à la fois dans les grands groupes et puis dans des structures qui peuvent paraître plus simples, plus petites. Donc, moi, je trouve que c'est chouette pour notre avenir de médiateur, mais aussi pour la pensée de se dire, OK, il y a des choses à faire qui sont de cet ordre-là dans les espaces de dialogue. Voilà, moi, je trouvais ça chouette. Merci Sylvie. Marie-Pierre ? Non, moi, je partage, je disais effectivement à Sylvie que j'étais très optimiste pour la médiation en entreprise, qui est le domaine que je connais, parce que voilà, la médiation amène et demande un vrai changement culturel au sein de l'entreprise. La médiation, ce n'est pas un audit. On est tellement habitué à avoir des audits. La médiation, comme dit Didier, ça responsabilise chacun par rapport aux relations et par rapport aux conflits. Et je trouve qu'il y a un champ extrêmement large parce que l'entreprise doit faire face à cette rapidité de transformation qu'on connaît et en même temps à ce souci du salarié qui est un vrai souci pour l'entreprise au sens positif du terme. Ce n'est pas un problème, c'est une attention
et qui est vraiment absolument vrai. Il y a peut-être un domaine de médiation qu'on n'a pas évoqué, mais qui pour nous est un terrain important, c'est la médiation interculturelle. On est une entreprise large, internationale. Il y a des incompréhensions, disons-le comme ça, ou des conflits qui parfois naissent d'incompréhension et de malentendus culturels, c'est important. Et je trouve que dans nos nouvelles façons de travailler, il y a aussi des risques psychosociaux nouveaux ou décuplés, parce que on n'est pas forcément très adroit dans le digital, parce qu'on est isolé chez soi, plus ou moins bien installé, parce que quand on parle avec son manager, il n'y a pas de témoin, parce qu'on reçoit des mails brutaux tout d'un coup, alors qu'on n'a pas l'esprit à ça, et que l'informel, pour passer une porte, aller voir celui d'à côté, et qui finalement enlève tous les mauvaises interprétations qu'on peut faire, cet informel, on ne l'a pas aujourd'hui. Et donc, on est, nous, très soucieux de pouvoir mieux identifier et réagir rapidement sur ces nouveaux risques psychosociaux. Et je pense que la médiation, elle a vraiment sa place dans l'entreprise, parce que les tensions sociales sont un peu inhérentes aussi à nos façons de faire, mais elle témoigne ou elle demande un changement culturel interne qui est fort et qui est, enfin, moi je trouve extrêmement positif, et il y a de la place. Il y a de la place, il faut la faire infuser, il faut la faire connaître, il faut l'utiliser à bon escient et il faut la faire connaître en vrai, c'est-à-dire pour ce qu'elle est, avec éventuellement des limites, ce qu'elle n'est pas, et ce qu'elle apporte comme possibilité formidable dans les relations. C'est vraiment... Oui, je suis très optimiste. Merci, Il y a beaucoup de place, il y a beaucoup de place. Ce qui serait intéressant en vous écoutant aussi, ça sera pour moi peut-être le mot de la fin, c'est que ce serait intéressant que les médiateurs, en tout cas que l'approche de la médiation puisse être présente dans les débats qui, j'imagine, se développent autour des retours d'expérience que les entreprises font des mécanismes d'enquête, pour ne pas opposer l'un à l'autre, mais pour aller un peu en subtilité dans un bilan de justement finalement l'entreprise. On a l'impression que l'entreprise dit que pour se protéger, elle fait une enquête, mais peut-être qu'elle va petit à petit comprendre que ça ne la protège pas tant que ça, l'enquête, et que finalement, c'est peut-être que le travail va être, la fameuse ligne de crête, elle va peut-être trouver davantage de finesse avec les retours d'expérience qu'on va pouvoir avoir, en tout cas à la fois des situations d'enquête et des situations de médiation pré-harcèlement, si je peux dire. En tout cas, je vous remercie. Je vous remercie au nom de tous, Sylvie et Marie-Pierre. Je remercie Vincent Cousin qui a organisé techniquement cette rencontre. Je remercie Geneviève et Médiation Plurielle pour avoir organisé ça, maintenu ça contre vents et marées. J'espère quand même que la prochaine, on la fera au CNAM. J'en suis pas sûre, mais j'espère qu'on la fera au CNAM. Et si on ne pouvait pas la faire au CNAM, on la fera dans la même configuration. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci aux intervenantes encore. Et puis, en tout cas, sur un sujet qui nous ouvre plein de choses, plein d'initiatives et de réflexions, je pense, pour le bien de nous tous. Merci, à bientôt. Catherine, merci Wow. beaucoup.